Et je donne tout de suite la parole à notre présidente de l'association culturelle juive de Nancy, Sylvie Pascal. Juste vous dire bonjour et un grand merci d'être venu. Un grand merci à Monsieur le maire de Vendœuvre, un grand merci à Messieurs les adjoints au maire de Nancy, à Monsieur le président de la communauté juive de Nancy, à Monsieur le consul de Pologne. Un grand merci, chers amis, pour votre présence lors d'un moment qui représente un des piliers des manifestations de notre association, un symbole, symbole de la dignité, cette dignité qui est évoquée tous les ans, saluée tous les ans et questionnée parce que la dignité, c'est une valeur qui nous est chère et pour laquelle nous considérons que nous devons être vigilants. Même si les démocraties ont vocation à prendre soin de la dignité humaine, nous savons combien ces situations que nous rencontrons de par le monde dans les démocraties peuvent être fragiles. Donc, encore une fois, merci pour votre présence et je redonne la parole à mon ami, ancien président Didier Francfort, et surtout cheville ouvrière de cette manifestation. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, nous sommes reliés à distance avec Varsovie, devant le monument Veto, et nous sommes aussi suivis par 25 personnes à distance jusqu'à Istanbul. Hein. L'auditeur d'Istanbul nous suit et salue particulièrement. Alors, c'est un moment important pour la vie de l'association, c'est un moment de recueillement, c'est un moment de souvenir et c'est un moment de réflexion. Ce moment de réflexion, nous aurons après le moment de recueillement, après le moment de commémoration, ça sera une réflexion sur ce qu'est une commémoration, sur ce qu'est le travail de l'histoire, sur ce qu'est la façon non seulement de rappeler les faits, mais de les analyser et de voir comment il nous parle aujourd'hui, quel type de réflexion il amène sur ce qu'est le sens de cette résistance pour nous aujourd'hui. Alors, nous aurons le plaisir de parler avec Audrey Michelewski qui est à mes côtés, et nous aurons aussi à distance, tout à l'heure, devant le monument du ghetto, à Varsovie, le philosophe et psychanalyste Andrzej Leder, qui vient de sortir. Il y a un livre important qui va être bientôt traduit en français sur la révolution des somnambules, sur l'évolution de la société polonaise depuis le milieu du XXe siècle, depuis juste avant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc un premier moment, un moment de recueillement, un moment de souvenir qui évoque la mémoire des 6 millions de victimes de la Shoah. Et pour cela, nous allons commencer par allumer des bougies symboliques. Il y en aura 6. On va demander à des personnalités qui ont joué un rôle important, qui jouent un rôle important dans la vie de notre association, de bien vouloir allumer chacune une bougie en mémoire des millions de morts assassinés. Je commence par appeler Don Hertz. בהגולה ובזמן קריב ויאמרו אמן. וישרה קונה רבה מבורך לעולם ולעולם עליו. יתברך וישתבח ויתברך ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה ושונה לקודש הבורא. ואלה מכל תיכתה ושירתה תפתוחתה ונחמתה דמירון בעולמה ויאמרו אמן. ויש תאמר רבה מן שמעיה וחיימה עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום למרומיו
הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. אל מולי רחמים, שוכן במרומים. אמצמנו כוננו, תחס כנפי אשר קינו, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר רוקייה, מזהירים. אסני שמס, אחינו ואחיותינו, שנהרגו ושנשרפו באושוויץ, במיידנק ובטרבלינקה, ובגטו ורשב, על קדושת השם, בכל שאנו נודרים צדקו, להזכרו נשמוסו, לוחם ברוך Amen. T'astirer, c'est ce que nos frères l'ont mis. Vayitzroch, bitzroch achayim, es nishemoso. Menuchoso, al mishkaban b'sholom, v'lom Donc, chers toutes et chers tous, je vous salue de nouveau. Je suis dans un endroit qui était vide il y a encore une quinzaine d'années. C'était un endroit vide puisque c'était là où se trouvait en grande partie le ghetto de Varsovie. Aujourd'hui, c'est un quartier qui s'appelle Muranów. C'est un quartier que vous devez visiter si vous venez un jour à Varsovie. Et au cœur de ce quartier, sur une place qui pendant vraiment des dizaines d'années restait vide par la honte générale, s'est élevé ce musée formidable, musée Pauline, musée des 1000 ans de l'histoire juive. Ce n'est pas un musée de la Shoah, c'est un musée de la vie qui refuse cette tentative des uns et des autres de faire disparaître l'héritage juif ici et partout. Donc cet endroit est devenu, s'est érigé en face d'un autre monument essentiel pour la vie juive, pour la dignité des juifs polonais, justement, avec leur romantisme, avec leur foi, croyance, la possibilité de se révolter et de tout changer, qui ne voulaient pas mourir donc en silence, les monuments donc, pour les héros du ghetto de Varsovie.
vous savez, partout, aujourd'hui, pas aujourd'hui d'ailleurs, ça va être mercredi, évidemment. Aujourd'hui, nous commémorons pour des raisons pratiques, mais mercredi, dans toutes les grandes villes, les jeunes ou les moins jeunes vont distribuer des jonquilles en papier. Et les gens vont se promener avec des jonquilles en papier qui sur leur, voyez, sur leur veste pour commémorer justement cet événement exceptionnel qui a eu lieu il y a 80 ans. Donc là, on est dans un endroit architecturalement complètement surprenant. C'est un endroit qui, comme vous voyez ici, il y a plein de bâtiments, des gens qui habitent sur le cimetière finalement, dans des bâtiments des années 50. Le musée Pauline, il y a 2 ans, a organisé une exceptionnelle exposition consacrée à ce quartier de Moulanouf en essayant d'en retrouver les vrais contours, la vraie signification. Et j'ai quelques éléments de cette exposition. Si vous voulez, je vous les montre un jour. Mais voilà, là, on est en plein milieu du refus de ce que les auteurs de la Shoah ont essayé de mettre en place. C'est un endroit où la vie juive veut continuer. C'est un endroit aussi où il y a quelques centaines de mètres. Vous avez aussi la synagogue, les centres culturels juifs. Il y a une très grande communauté à Varsovie qui est très diversifiée, qui est soit laïque, soit évidemment religieuse. Et là, je m'approche. Oui, donc je vais finir juste par une petite chose, si vous voulez. Un petit monument, c'est Jan Karski. Jan Karski, que vous connaissez il est assis là, il nous regarde. Vous le connaissez du roman de Yannick Enel. Jan Karski qui a essayé de faire en sorte que les puissances étrangères, que les puissances internationales agissent pendant la guerre. Et ça, c'est pas fait. Donc voilà, Jan Karski. Je vais poser mon ordinateur ici et je disparais. Alors, j'ai une question à poser à Audrey, tout à l'heure éventuellement à Andrzej Leder, et puis à toi aussi, Anna. C'est sur le fait que nous, historiens, on est amenés souvent à parler non seulement des faits, il faut parler des faits, à essayer d'expliquer les faits autant qu'on le peut, à voir comment les choses se sont enchaînées les unes aux autres, et les mécanismes qui ont conduit à la Shoah et au génocide. Mais on est aussi amené de plus en plus à réfléchir à la façon dont les choses sont transmises et aux commémorations elles-mêmes. Et là, on arrive au 80e anniversaire de l'insurrection du ghetto. C'est peut-être le moment, ensemble, de voir ce qu'ont été les commémorations pendant les années qui précèdent, pour voir comment elles ont pu refléter à un moment donné à la fois ce qu'étaient devenues les sociétés après la Shoah, ce qu'était la reconnaissance du fait de la Shoah et ce qu'était dans l'insurrection du ghetto de Varsovie, les différentes composantes qui ont pu résister de cette façon, sachant qu'il y a peut-être une spécificité par laquelle je pourrais préciser ma question. C'est que c'est un fait de résistance, l'insurrection du ghetto. Mais c'est un fait de résistance qui, comme le rappelait Sylvie Pasquier tout à l'heure, était une résistance pour la dignité humaine, pour une exigence d'humanité. Les autres mouvements de résistance qui ont eu lieu en Europe, ce qui n'enlève rien à leur importance politique, ont été des mouvements qui ont accompagné cette lutte pour la dignité humaine d'exigences patriotiques liées à un État-nation qui s'opposait à la mainmise de l'Allemagne nazie sur le pays, et donc les autres mouvements de résistance, y compris en Pologne, étaient des mouvements à la fois de libération de la nation et de lutte pour la dignité humaine. Dans le cas des résistants du ghetto de Varsovie, il n'y a, si on peut dire, que l'aspect de dignité qui les a guidés. Donc c'est difficile de commémorer quand il n'y a pas d'État-nation qui prend la succession du mouvement de résistance, ce fait de résistance. Est-ce que c'est là peut-être qui expliquerait qu'il y a eu des moments où on n'a peut-être pas assez commémoré ce mouvement de résistance spécifique? Audrey. Merci Didier, c'est une énorme question à laquelle je vais essayer de m'efforcer de répondre, ou du moins dresser des contours rapidement.
je ne dirais pas qu'il n'y avait pas d'arrière-plan politique derrière. Disons qu'il n'y en avait pas qu'un seul. C'est peut-être ça la nuance qu'on pourrait apporter. Et il venait certainement au second plan par rapport à une révolte qui était, oui, la dignité est simplement une question de survie, en fait. Hein. C'est vrai qu'on entend assez souvent, lorsqu'on évoque cette insurrection, oui, il voulait mourir dignement. Non, il ne voulait pas mourir du tout. Enfin, on ne peut pas se révolter quand on a la perspective de mourir, bien évidemment que le rapport de force était totalement inégal, qu'il n'y avait pas... Mais je veux dire, c'était un instinct de survie avant tout. Quand on prend les armes, c'est pour survivre avant tout, enfin, pour tenter de survivre, même si l'espoir est minime de s'en sortir. Donc voilà, c'était avant tout un instinct de survie. Et bien évidemment, après, derrière les différentes personnes, les différents mouvements qui se sont rassemblés dans les mois qui ont précédé l'insurrection du 19 avril, à vrai dire, qui fonctionnaient dès la mise en place du ghetto, qui se sont renforcés après les grandes déportations de l'été 1942, qui ont quasiment liquider la grande majorité de la population des Juifs de Varsovie, puisque en l'espace de 3 mois, près de 300 000 Juifs vont être rassemblés sur une chaque place avant d'être envoyés vers les camps de la mort, vers Treblinka au premier chef. Après l'été 42, on a à peu près 60 000 Juifs qui survivent encore dans le ghetto, qui survivent parce qu'ils ont réussi à se cacher dans les différents greniers, caves ou autres bunkers qui commencent à se mettre en place, et aussi parce qu'ils ont une espèce de carte de survie dans le fait qu'ils travaillent pour les usines allemandes implantées dans le ghetto. Donc, voilà, on a une population très réduite qui sont essentiellement des jeunes personnes, puisqu'elles sont aptes à travailler, hein, selon les nazis, et c'est au sein de cette population que va se mettre en place une véritable organisation de résistance armée et une mise en commun des moyens de groupes aux orientations politiques très différentes. Vous allez avoir aussi bien des sionistes que des communistes, puis également les bundistes. On connaît bien sûr Marek Edelman, plus éminent de ses représentants, et évidemment, selon qu'on est bundiste, sioniste ou communiste, on n'a pas forcément le même idéal derrière politique. Néanmoins, il y a une organisation juive de combat commune qui va permettre cette lutte en commun. Et donc, pour répondre à la question, parce que j'ai fait un grand excursus par rapport. Oui, mais je crois que ça peut être utile parce que je vois ici des gens que je ne connaissais pas ici, donc qui ne connaissent pas nécessairement toute l'histoire, et c'est bien de la rappeler. Donc, voilà, donc cette organisation va regrouper, mais cette organisation, c'est quoi? C'est quelques centaines de combattants, parce que on peut vouloir combattre. Après, il y a la question d'avoir des armes. Les armes, c'est très, très compliqué à acquérir. Il faut des contacts avec la résistance polonaise pour pouvoir être fournis en armes ou les acheter. Enfin, c'est très, très difficile, et ça sera le problème principal de cette organisation juive de combat. Et donc, ils vont mener un combat absolument héroïque entre le 19 avril et le 16 mai 1943, et voilà, qui se soldera par une répression féroce et un anéantissement total
du ghetto, maison par maison, au lance-flammes par les Allemands et leurs forces auxiliaires au sein du ghetto. Donc un anéantissement total, pardon, au terme d'une lutte absolument héroïque. Et on a quelques centaines de ces combattants qui vont parvenir à s'échapper, souvent par les souterrains, par les égouts, dont Marek Edelman, qui nous l'a raconté dans de nombreux entretiens. Et c'est comme ça aussi qu'on a le récit de ce qui s'est passé durant ces semaines absolument terribles. Et en fait, d'emblée, l'information a circulé, et j'en reviens à la question des commémorations, et cette information du soulèvement a filtré très très vite dans les jours qui ont suivi la révolte. C'est connu au-delà des murs du ghetto, bien évidemment. À Varsovie, on le voit, on voit le ghetto en flammes, on sait ce qui se passe. Et au-delà, dans toute la Pologne, ça va donner d'ailleurs l'impulsion à d'autres révoltes dans d'autres ghettos en Pologne dans les semaines qui vont suivre. Et même, donc ça va être un événement très très important en Pologne même. Ça sera une source d'inspiration pour l'insurrection de la ville tout entière l'été d'après, en 1944, de la résistance polonaise. C'est vraiment un tournant dans l'histoire de la guerre. C'est un véritable tournant, et c'est pour ça que c'est une date majeure non seulement dans l'histoire des Juifs d'Europe, mais au-delà, dans le tournant de la guerre, dans l'histoire de la Pologne dans la guerre, et dans le tournant de la Seconde Guerre mondiale également, parce que ça va vraiment donner l'impulsion à cette insurrection de la ville de Varsovie. Et donc l'information circule en Pologne et même au-delà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les premières commémorations finalement de ces combats à Varsovie, dans ces combats du ghetto de Varsovie, on va les trouver dès le mois d'octobre 1943. On est encore en pleine guerre mondiale, mais dans un territoire aussi éloigné de Varsovie que le Mexique. Et on va avoir un écho dans la presse, des Juifs qui vivent, qui sont au Mexique, souvent issus de Pologne, commémoration de l'insurrection du ghetto le mois d'octobre 1943, et tout de suite après la guerre, tout à côté de là où se trouvent nos amis Anna et Andrzej, dès 1945, à l'emplacement, à quelques mètres de là où ils se trouvent, à l'emplacement du bunker de Mordechai Anielewicz rue Mila, sur les décombres du ghetto, on a un petit monument qui va marquer cet emplacement du ghetto, et les premières commémorations par les rescapés vont avoir lieu dès le mois d'avril 1945, avant même l'inauguration en 1948 du monument qui est derrière lequel vous trouvez, qui est inauguré le 19 avril 1948. Donc ce monument, Natan Rapoport, en l'honneur des insurgés, des victimes du ghetto, donc inauguré vraiment sur les ruines du ghetto. On va peut-être demander à Andrzej Leder, que je salue, bonjour, de poursuivre cette histoire des commémorations pour voir le sens que ça a pu avoir dans la période stalinienne, post-stalinienne, et ensuite dans la période post-communiste en Pologne, sur ces différentes commémorations et sur la façon dont elles ont pu mettre en valeur ou non certaines parties de la résistance. Donc effectivement, il y a Andrzej Leder qui est avec nous. J'ai pris un tout petit peu de temps pour le trouver parce que la place est immense, donc il s'est perdu sur la place. Et voilà, c'était avec un grand plaisir que nous l'accueillons. C'est mon philosophe polonais préféré, donc ça tombe bien. Bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation.
Et alors, je vais tout de suite passer au sujet qui est les commémorations. Et je veux parler surtout du contexte politique polonais qui était important, et les commémorations de l'insurrection de ghetto avaient toujours un sens politique dans les conflits actuels en Pologne. Donc, après la guerre, c'était évident qu'il y a des commémorations, et ces commémorations étaient très présentes dans l'esprit du pouvoir, mais peut-être moins dans l'esprit de la population polonaise. Et plus ou moins, cette situation a duré jusqu'à l'année 68, où, comme vous savez, il y avait une vague antisémite en Pologne, un conflit à l'intérieur du parti qui a donné l'occasion à une purge qui s'appelait une purge antisioniste, mais qui était purement antisémite. Il y a plusieurs milliers de Juifs qui ont quitté la Pologne à cette époque-là. Et on peut dire que ça a aussi fermé l'époque où la présence juive et aussi l'héroïsme juif, le martyre juif a été commémorisé d'une façon directe. Entre 68 et 82-3, c'était repoussé dans le fond, je dirais, de la vie politique. Et c'est seulement après l'instauration de la loi martiale en Pologne, donc le putsch du général Jaruzelski, que la question s'est de nouveau posée. C'est-à-dire, il y avait la question de la crise économique. Et à vrai dire, le motif du général Jaruzelski, qui en 68, il était un antisioniste actif dans l'armée, mais le motif du général Jaruzelski en 83, c'était d'ouvrir la porte à une coopération avec surtout l'industrie américaine. Donc, ils avaient l'idée que ça peut passer par le milieu juif. Donc, on a décidé de nouveau d'avoir une commémoration de l'insurrection de ghetto. Et là, surtout, Marek Edelman, un des derniers rescapés, le dernier chef qui habitait encore en Pologne de l'insurrection, a dit non, comme Edelman était impliqué profondément dans l'opposition démocratique, et il trouvait que la dictature n'a pas le droit de faire des commémorations de l'insurrection. Et donc, ce qui a commencé, c'était des commémorations indépendantes ou démocratiques, et qui était beaucoup plus forte d'une certaine façon que la commémoration gouvernementale. Et c'est un fait important parce que ça a été un élément de la synthèse qui s'est fait, que l'histoire juive et l'histoire aussi de la Shoah est devenue un élément important dans la disons, philosophie de l'opposition démocratique en Pologne. Donc, après 1989, cette tradition a été maintenue, et on peut dire qu'elle était fortement présente pendant toute la période où on peut dire que c'est les partis démocratiques qui ont parti démocratique, parti libéral, qui ont plus ou moins gouverné en Pologne. Et ce qui a changé après 2015, quand le parti nationaliste PiS est venu au pouvoir, et on peut dire qu'aujourd'hui, on se retrouve un peu dans la situation comme dans les années 80, c'est-à-dire qu'il y a une
disons, une commémoration gouvernementale, et il y a toujours une commémoration alternative. Par exemple, on avait quelque chose comme une commémoration de la population civile, c'est-à-dire, comme Anna vous a montré le monument, il y a une facette où c'est le combat qui est mémorisé, mais l'autre facette du monument de Rapaport, 48, c'est les gens qui marchent vers les chambres à gaz. Et cette année, la commémoration, disons, un peu alternative, c'était ce civil qui marche vers la chambre à gaz. Donc, cette rupture dans la société, elle se manifeste aussi au niveau de commémoration de l'insurrection du ghetto. Alors, il y a des modifications dans les formes de commémoration, et je crois qu'on a bien compris les inflexions qui pouvaient se passer autour de la campagne antisémite se masquant comme campagne antisioniste en 1968, mais il y a peut-être aussi des modifications dans les façons de faire l'histoire de la Shoah et l'histoire de l'insurrection elle-même, pas seulement dans les commémorations. Alors donc cette question s'adresse à vous deux, à Audrey et à Andrzej. Audrey étant co-directrice de la revue d'histoire de la Shoah, est-ce qu'il y a maintenant de nouvelles tendances, sachant que faire de l'histoire, ça a été un acte de résistance dans le ghetto. Je pense aux archives de Ringelblum, qui ont véritablement été une façon de lutter contre la destruction des Juifs qui ont été assassinés en essayant d'accumuler les signes de vie et les témoignages historiques. Donc, est-ce que maintenant, on peut modifier la façon de faire non seulement la commémoration, mais l'histoire, en évitant d'oublier des pans entiers de cette histoire? Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est exactement ça qu'on observe, qu'on essaye de faire. En tout cas, les historiens qui travaillent sérieusement sur cet objet essaient de faire. C'est-à-dire que on dispose depuis la fin de la guerre, avec l'exhumation en 1946 et 1950, en deux moments des documents qui avaient été enfouis par Emmanuel Ringelblum et toute son équipe, Onek Shabbat, c'est-à-dire un historien du ghetto et toute son équipe, pas forcément des historiens ni des professionnels de l'histoire, mais qui avaient ramasser toute la documentation possible, et pas seulement la documentation venant des nazis, mais produite dans le ghetto, la parole des simples juifs dans les comités d'immeubles, des fois des tickets de rationnement, le moindre petit objet, le moindre petit témoignage a été rassemblé pour au départ faire l'histoire à la fin de cette guerre, et puis petit à petit aussi simplement avertir le monde de cette destruction en train de se faire. C'est pour ça que lorsque c'était vraiment la fin qui était proche, ils ont enterré tous ces documents pour que pour qu'on puisse les retrouver après leur mort, et après la mort d'ailleurs du reste de toutes celles et ceux qui ont fait cet énorme travail, à commencer par Ringelblum lui-même, et après-guerre, on a retrouvé ces documents, et c'est une base essentielle, ça a été d'emblée une base essentielle à partir de laquelle les historiens ont pu faire cette histoire. Après, voilà, qu'est-ce qu'on a fait de ces documents? Là, la longue historiographie a évolué, bien évidemment. Donc, ces documents étaient et sont toujours un trésor abrité par l'Institut d'histoire juive à Varsovie, mais ils n'étaient pas entièrement accessible et facilement accessible à l'ensemble de la communauté historienne pendant des années, pendant une décennie en Pologne après la guerre. Donc, on ne pouvait pas forcément les utiliser. Donc, on parlait et avec les commémorations, ça se montre bien aussi. On voyait les grandes figures, Anielewicz, Edelman, le couple Zuckerman, Sylvia Lubetkin. Donc, on avait les héros
qui étaient célébrés, dont on entendait la parole, qui ont témoigné, pour ceux qui ont survécu, et c'était eux avant tout qui étaient mis en avant. Et puis, petit à petit, et là, c'est depuis maintenant quelques années, quelques dizaines d'années, le concept de résistance a été retravaillé. Et la résistance n'est peut-être pas seulement à envisager comme la résistance armée avec les armes. Peut-être que la résistance, c'était aussi le quotidien, s'occuper des enfants, les éduquer, la résistance spirituelle. Et ces gestes peut-être moins spectaculaires, mais tout aussi fondamentaux pour la survie, la tentative de survie dans ces conditions effroyables qui étaient celles du ghetto. Et ce sont ces moments-là qui sont peut-être maintenant davantage étudiés, davantage connus. Et le dernier point peut-être que je voudrais souligner, c'est peut-être en lien d'ailleurs avec ce développement historiographique, c'est de montrer davantage le rôle des femmes dans cette résistance, qui d'ailleurs était connue finalement dès l'origine. Je voudrais citer… Oui, tu avais montré une citation de Ringelblum. Oui, Emmanuel Ringelblum, donc j'ai présenté rapidement sa figure, hein, ce grand historien du ghetto de Varsovie, tenait un journal en parallèle de son activité de collecte de documents, et dans son journal, on est en mai 1942, il écrit, je le cite, « Durant cette guerre mondiale, la femme juive aura écrit une page d'histoire magnifique où les Reich et les Frumke occuperont une place prépondérante. » C'est-à-dire que pour lui, c'était une évidence que les femmes, il n'a pas écrit cette phrase par un féministe d'avant-garde, hein, c'était une évidence qu'elles ont joué et qu'elles jouaient un rôle essentiel, et pas seulement pour s'occuper des enfants ou animer la vie culturelle, mais aussi en transmettant l'information, en sortant du ghetto, en jouant un rôle de passeur absolument essentiel, en permettant l'achat, y compris d'armes, en menant aussi des combats armés. Hein. Il y aura des femmes combattantes durant l'insurrection qui auront un courage exemplaire qui était reconnu d'emblée, hein, par des personnes comme Ringelblum, et dont peut-être elles ont été à un moment donné oubliées par l'histoire, et dont on redécouvre seulement maintenant le rôle essentiel qu'elles ont pu jouer. Peut-être demander à Andrzej Leder ce qu'il pense de ce renouvellement historiographique, de cette nouvelle façon de faire de l'histoire, et la façon dont aujourd'hui la communauté scientifique en Pologne peut le faire ou pas. Alors, je vais répondre à la question que j'ai vue qui a été écrite sur les commémorations, appelons les alternatives. Par exemple, aujourd'hui à midi, il y avait ici une commémoration organisée par Zuzanna Herzberg. C'est une artiste qui a, depuis longtemps d'ailleurs, souligné le rôle de femmes tant dans le combat et dans les organisations de résistance juive que dans la survie, les combats pour la survie, et ce qui s'avère de plus en plus un combat vraiment héroïque dans cette partie de ville qui a été entourée d'un mur, et après, comme dit Piotr Paziński, qui est un de ceux qui s'appellent les gardiens de la mémoire juive en Pologne, et il dit que c'était à vrai dire un camp de concentration qui était au milieu de la ville. Et donc, dans ces conditions, protéger les enfants, protéger les personnes âgées, tout ça, ça devenait vraiment héroïque comme action. Donc, dans ce sens, cette commémoration de la partie, disons, féminine ou pacifique aussi, parce que souvent c'était des hommes aussi qui le faisaient, est devenu quelque chose de très important les dernières années, et la commémoration de Zuzanna Herzberg est consciemment
a été faite de l'autre côté du monument, c'est-à-dire normalement cette partie exposée, c'est la partie qui montre les combats et les figures monumentales, d'ailleurs faites en France, et qui sont le symbole de la résistance armée. Et comme je dis, de l'autre côté, il y a cette énorme foule qui va vers la mort. Et Zuzanna a fait sa commémoration de ce côté-là où c'est les civils, c'est la survie et la mort aussi qui sont commémorés. Alors, ça, c'était pour répondre à la question écrite. Et maintenant, pour revenir aux historiens actuels, et je dirais qu'il y a un fait assez spécial ou assez nouveau dans la historiographie en général de la Shoah en Pologne, c'est-à-dire le point de discorde, de confrontation, du conflit dans l'histoire s'est déplacé de ce qui s'est passé, de ce qui était localisé dans les camps de concentration ou dans les ghettos, vers ce qui s'est passé avec les gens qui se sont trouvés en dehors de ghettos ou de camps de concentration, ce qu'on appelle en Pologne le périphérie de la Shoah. Et pourquoi c'est devenu un point tellement important? C'est parce que après la parution du livre de Jan Tomasz Gross, Le voisin, il s'avéra pour le Polonais que ce qui est crucial, c'était l'attitude de la population polonaise envers ceux qui pouvaient être des rescapés. Et donc, certains d'eux ont été rescapés, mais il y a énormément de ceux qui n'ont pas été rescapés parce que la population polonaise avait une attitude hostile. Et donc, mais ça, c'est un sujet tellement fragile politiquement que c'est devenu quelque chose qui a complètement concentré l'attention de tant des historiens, disons, qui essayent de chercher cette vérité, mais aussi des historiens nationalistes qui essayent de contrer cette réalité, et aussi du pouvoir qui essaye de supprimer, à vrai dire, les recherches. Et ces périphéries de la Shoah sont vraiment devenues quelque chose qu'on travaille énormément à ce moment-là. Et il s'avère des choses qui ont été très, très importantes, entre autres, un grand livre ou une série de livres de l'équipe de Barbara Engelking sur les documents plus ou moins de la région de Varsovie, dans le petite ville, à la campagne, sur le destin de ceux qui sont sortis de ghetto. Et cela a été quelque chose qui a vraiment provoqué une très, très forte discussion en Pologne, et pas seulement une discussion, une discorde politique et émotionnelle en même temps. Ouais. Oui. Non, je voulais juste signaler, si vous voulez en savoir plus, et sur l'historiographie polonaise et plus largement la nouvelle historiographie sur la Shoah et sur la résistance dans les ghettos. Deux événements que vous pourrez suivre, là c'est un petit peu ma casquette de co-directrice de la revue d'histoire de la Shoah qui s'exprime. Deux événements que vous pourrez, qui se dérouleront au mémorial de la Shoah, mais que vous pouvez suivre en ligne, en direct sur leur page, via leur page Facebook et leur site. Dimanche prochain, toujours dans le cadre de ces commémorations du 80e anniversaire de l'insurrection du ghetto, donc dimanche prochain, il y aura une table ronde consacrée, même deux tables rondes consacrées
à cette insurrection. La première que j'ai l'honneur d'animer mettra en perspective, c'est aussi voilà, comment on commémore au mémorial. Je pense qu'il y aurait toute une histoire à faire de comment cet événement est commémoré au mémorial depuis les débuts. Hein, et je rappelle le lien très fort quand même entre le mémorial du martyr juif inconnu et maintenant les mémorials de la Shoah au cœur de Paris. Il y a, au moment de l'érection au début des années 50 de la crypte, hein, dans la crypte du mémorial, vous avez non seulement des cendres issues des camps de la mort, mais aussi des ruines du ghetto de Varsovie qui ont été, ainsi que de la terre d'Israël, qui sont ensevelies dans la crypte du mémorial. Donc, intrinsèquement, l'histoire de ce lieu inclut la commémoration de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Donc, depuis le début, voilà, on a ce lien très fort. Comment on va le commémorer cette année à l'occasion du 80e anniversaire? Nous aurons non seulement un très grand spécialiste de l'histoire du ghetto et qui connaît chacune des rues du ghetto en la personne de Jacek Lewczak, qui est un historien de la littérature également, la littérature polonaise sur la Shoah et principalement aussi sur le ghetto de Varsovie, donc qui viendra de Varsovie pour parler du ghetto de Varsovie et de l'insurrection. Et son propos sera mis en perspective avec les résistances dans d'autres ghettos qui sont aussi maintenant davantage connus et mis en perspective dans l'histoire. Donc, on aura Lisa Wapner qui va nous parler du ghetto de Minsk, parce que vient de sortir en français le témoignage de Hersh Mollar, une traduction en français d'un témoignage exceptionnel sur le ghetto de Minsk, où il y avait une grande résistance et le rôle des partisans était très très important. Et une troisième contribution de Judith Badalion, qui est une Américaine qui a un livre qui aussi existe depuis peu en traduction française, s'intitule « Résistante » et qui parle précisément des femmes juives et de leur rôle dans la résistance en Pologne, dans les ghettos. Donc, vous voyez, voilà, quand on parle du ghetto de Varsovie, maintenant, on le comprend, on l'illustre aussi avec ces dimensions plurielles. Et dernier point, dernier élément de publicité, je m'arrête ensuite, mais je pense que c'est important voilà, pour prolonger un petit peu la discussion. Le 11 mai, je crois, et ça vient directement en complément de ce qu'a dit Andrzej Leder, le 11 mai, nous aurons une nouvelle table ronde sur les nouvelles recherches en Pologne sur la Shoah, et cette table ronde sera l'occasion de présenter la traduction en anglais. Ce n'est pas encore en français, mais c'est déjà mieux qu'en polonais pour avoir un public plus large. Donc, la traduction en anglais, justement, des travaux de Jan Grabowski, Barbara Engenking et toute l'équipe autour d'eux. Hein, donc, Night Without End, la traduction de Daley E.S. Knotts, donc cette magistrale étude qui s'intéressait au sort des Juifs en Pologne dans les campagnes polonaises pendant la guerre. Donc, ce livre est disponible en anglais, il sera présenté le 11 mai, ainsi que le numéro de la revue d'histoire de la Shoah consacré à la Pologne que j'ai eu l'honneur de co-diriger avec Jan Grabowski, qui est sorti l'année dernière et qui montre aussi différentes facettes de ces recherches qui sont menées notamment avec une forte prégnance des historiens, des historiennes polonais. Alors l'histoire avance, hein, et la recherche historique aussi, mais j'aimerais bien reposer la question sur cette façon de faire de l'histoire qui met en avant les héros par rapport à une histoire globale, générale, en vous proposant, pour la discuter, pour la remettre en cause ou pour la soutenir, cette formule de Tsvetan Todorov. Je ne sais pas si vous le voyez, le souvenir du passé ne servira à rien s'il est utilisé pour dresser un mur infranchissable entre nous et le passé, pour nous identifier exclusivement avec des héros irréprochables et des victimes innocentes, et pour exclure les agents du mal du cercle de l'humanité. Or, c'est précisément ce que nous avons l'habitude de faire.
Qu'est-ce que vous en pensez, Andrzej? Qu'est-ce que tu penses? Et avant de répondre à cette question, je vais encore citer un exemple très intéressant sur les dernières recherches historiques sur le ghetto de Varsovie. Et il y a tout un nouveau sujet lié tant aux archives de Ringelblum que aux recherches dans les sites, je dirais, archéologiques, parce qu'on peut le nommer seulement comme ça, sur le terrain d'anciens ghettos, au quartier où on est, à Muranów, où on découvre qu'il y avait des grands bunkers préparés par les gens, plutôt les gens aisés, et complètement civils, parce qu'on sait qu'il y avait des bunkers de militaires qui essayaient de se défendre ou avoir les armes là-bas pour ne pas être découverts. Mais il y avait aussi une telle initiative de un grand nombre de gens qui essayaient de créer des cachettes en pensant que ça pourra leur faire survivre le moment de grandes rafles comme la grande action en été 42. Et c'est d'un côté, ça prouve une initiative, des idées, quelque chose qui montre la vitalité de cette population dans une situation dramatique, mais il y a aussi un côté désespéré. Et désespéré dans le sens que c'était souvent des gens qui ont été persuadés qu'ils ne vont pas trouver l'aide à l'extérieur du ghetto et que donc ils devront essayer de survivre insurvivables. Et d'ailleurs, pour la plupart des cas, ils n'ont pas survécu. C'est-à-dire, c'était vain ces essais. Et il y aura une exposition au Pauline sur ces thèmes, entre autres le thème de bunkers qui ont été le bunker civil du ghetto. Et pour revenir à cette question basée sur l'idée de Tsvetan Todorov, mais pas seulement de lui, il y a des idées très similaires chez Walter Benjamin, par exemple, sur le lien intrinsèque entre le passé et le présent. Et cette idée qu'une histoire qui ne fait pas ce lien, donc qui établit un vrai mur, est une histoire morte. Et dans ce sens, je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que je mets l'accent sur les polémiques, les discordes, les difficultés de l'étude de l'histoire qui ont lieu maintenant en Pologne. Parce que je pense que ça fait aussi cette histoire vivante. Elle devient quelque chose qui donne de cap, qui donne de boussole pour les choix d'identité, les choix politiques, le choix de la culture qu'on veut avoir dans ce pays. Et dans ce sens, oui, l'histoire ne peut pas être séparée du présent. Elle doit devenir quelque chose que Benjamin appelait l'image dialectique, c'est-à-dire quelque chose en mouvement permanent. Et très chers amis, on va juste vous dire que très bientôt, nos batteries vont vous lâcher, hélas. Donc, il va falloir que nous déconnections à un moment. Donc, de notre côté, on disparaît, sachez. Tout de suite ou on a le temps de poser une question, Andrzej? Non, quelques minutes encore, sans problème, mais sachez que ça ne peut pas durer pour des raisons logistiques. Alors, profitons de cette connexion. Si quelqu'un a une question à poser à M. Leder, c'est un bon moment. Audrey reste un petit peu plus avec nous. Hein. Y a-t-il eu un jour une commémoration pour les déportés transportés d'Auschwitz sur le site du ghetto de Varsovie après la destruction du ghetto, déportés qui avaient pour tâche des
déblayer les ruines et de récupérer pour les nazis de nombreux matériaux? Je ne connais pas de commémoration comme ça, non. Je sais que ça a été, il y avait lieu cette situation, mais je ne pense pas qu'il y ait de commémoration. Oui, encore une fois, là, ça fait vraiment le lien avec notamment la France, puisque parmi ces déportés transportés d'Auschwitz sur le site du ghetto de Varsovie, il y avait beaucoup de Juifs de France, de Belgique, et c'est notamment par eux, enfin, par les quelques-uns qui ont survécu, qu'on a des témoignages. Hein. On peut entendre ces témoignages, on peut les lire, mais effectivement, c'est vrai que c'est une bonne question une commémoration en tant que telle et spécifique, à ma connaissance, n'a pas été entreprise. Il y a quelques travaux qui ont été faits, des articles qu'on peut retrouver dans les anciens numéros de la revue d'histoire de la Shoah, par exemple, hein, et des témoignages de ces déportés spécifiquement. Mais effectivement, je ne crois pas que même au mémorial, il y ait eu des commémorations spécifiques sur eux. D'autres questions? Oui, Étienne Aubry. La question de l'impact de Brandt à ce moment-là a pu avoir sur cette mémoire officielle, si j'ai bien compris, entre 68 et 82. On n'entend pas très bien, voire pas du tout. Hein. Alors, je vais répéter la question d'Étienne. Oui, donc simplement, est-ce que ça a obligé les autorités polonaises communistes à lutter, ou en tout cas, ils n'ont pas pu faire que ça n'avait pas lieu. Donc, est-ce que ça a eu un impact vraiment sur cette situation-là? Alors, la question porte sur la visite de Willy Brandt au ghetto de Varsovie et sur l'impact que ça a pu avoir sur les formes de commémoration ou de souvenirs du ghetto dans cette période de l'histoire de la Pologne à l'époque communiste. C'est un fait très important, mais je dirais qu'il était surtout important pour la conscience allemande. Et je pense qu'en Pologne, c'était plutôt un problème politique, comme c'était au moment où, après 68, on a essayé d'oublier l'existence des Juifs en Pologne. Donc, Willy Brandt devant le monument du ghetto, c'était problématique et ça n'a pas eu tellement d'impact sur la politique et aussi la politique de commémoration en Pologne. Et ça, le pouvoir a essayé de montrer ça comme problème allemand. C'est pas nous, c'est les Allemands qui ont un problème ici et ils font des choses qui sont incompréhensibles d'une certaine façon. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas eu une très grande couverture médiatique en Pologne à ce moment-là. Ça a eu une couverture, on ne pouvait pas non plus passer ça complètement sous silence, mais ça n'a pas eu une énorme couverture médiatique. Et oui, en effet, c'est vrai que ça allait un peu à l'encontre de l'image de ce qu'on voulait montrer de la RFA. De toute façon, c'est le repère seulement des anciens nazis et donc aucune. Donc là, une RFA qui fait amende honorable, c'était un petit peu gênant en effet. Hein, donc, c'était surtout oui, ça. Parce qu'il faut ajouter, excuse-moi, que la politique dans les années 60 en général, la politique de Gomułka, mais surtout après 68, était profondément antisémite, mais elle était aussi anti-allemande, ou peut-être encore plus anti-allemande qu'antisémite. Donc, c'était vraiment difficile de le concevoir d'une façon, disons, importante pour les Polonais. Et en fin de compte, le discours, c'était plus ou moins, c'est un problème entre les Allemands et les Juifs, nous, ça ne nous intéresse pas. Et ceci dit, il y a maintenant, je ne sais plus depuis quand, mais depuis quand même quelques années, à un autre coin de la place, pas très loin de là où vous vous situez, un petit monument qui rappelle la visite de Willy Brandt, et on le voit
s'agenouiller devant le monument. Donc ça a été... Ça a fini par pénétrer ce carré mémoriel où vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. On a vu Jan Karski et à un autre bout de la place, on a ce petit monument à Willy Brandt. Une autre question? Oui, Maurice. Oui, je voudrais savoir si actuellement on peut encore effectuer des fouilles au niveau du ghetto de Varsovie. J'ai eu l'occasion d'y aller dans les années 90-95 et manifestement, sur les ruines d'anciens bâtiments, et on sait que le mois d'août, dans le sol, et ça a été reconstruit, parce qu'on peut encore retrouver des étoiles. Alors, je répète la question parce que vous ne l'avez peut-être pas entendue à Varsovie. Je n'ai pas entendu. Oui, mais je vais la répéter. Cette question porte sur la possibilité, mais vous en avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure, Jane, sur la possibilité de faire à nouveau, faire encore des fouilles sur l'emplacement du ghetto de Varsovie pour découvrir en dessous des bâtiments qui ont été construits dessus d'autres témoignages, d'autres sources. Et vous avez en partie répondu, mais je crois qu'il y a peut-être d'autres possibilités de faire des fouilles qui se posent aujourd'hui. Vous avez parlé d'archéologie tout à l'heure. Hein. Donc, à l'histoire classique s'ajoute l'histoire archéologique, vous confirmez? Oui, Exactement. La nouvelle exposition de ce qui s'appelle le musée du ghetto de Varsovie, c'est un musée qui sera construit, il n'est pas encore là, mais il a une exposition dans une salle de GIF, de l'Institut juif historique, et il y a beaucoup d'artefacts, d'éléments, d'objets pratiquement, qui ont été trouvés pendant cette préparation de la place dans ce quartier pour une construction, une nouvelle construction d'habitation. Et donc, tout de suite, une grande discussion s'est déclenchée à quel point on a le droit de construire sur quelque chose qui est vraiment un site de mémoire, un site de martyrologie, un site aussi vraiment où il y a des informations extrêmement importantes. Et je dirais, la question est toujours pas résolue, c'est-à-dire il y a de partisans d'un essai de vraiment faire des sites archéologiques sur les terrains de Muranov, et il y a de forces qui ne le veulent pas. Et ce n'est pas seulement, disons, le conservateur nationaliste de ce genre, mais il y a aussi une très grande pression de constructeurs qui veulent simplement construire. Et donc, ils ne veulent pas de sites archéologiques qui vont leur arrêter les investissements. Et c'est vraiment très, très complexe, cette discussion ici. On ne sait pas quel va être le résultat, mais il faut dire qu'au moins pour le milieu académique, ce moment où on a montré les anciens murs, le fondement, les caves, avec des éléments comme par exemple des gobelets avec les lettres hébraïques. Ça a été vraiment tellement fort que je pense qu'il y aura une très grande pression sur ces essais, au moins dans certains emplacements, de continuer ce genre de travaux archéologiques. Dans cette question du renouvellement des sources qui permettent de comprendre l'histoire du ghetto, de l'insurrection du ghetto, il y a des sources nouvelles qui ont été retrouvées sur lesquelles on peut assister. Ceux qui ont lu le journal de la communauté juive de Nancy le savent. Il y a des photographies qui permettent d'avoir d'autres images du ghetto que les photographies qui ont été prises par les bourreaux eux-mêmes. Parce que très souvent, on a
en mémoire des images qui ont été prises par les nazis pour déshumaniser les victimes. Et les travaux de Tal Brutmann en particulier montraient les difficultés qu'il y a d'utiliser ces images comme source historique. Et là, on peut utiliser, je crois qu'ils sont actuellement exposés au musée Pauline, des photographies qui ont été prises par un pompier polonais et qui donnent une autre vision de ces réalités et qui permettent de renouveler aussi la vision qu'on peut en avoir. Hein. Peut-être un petit mot sur cette source. Oui, tout à fait. On a entendu parler en France, je crois, en janvier dernier, mais de ces photos qui, à vrai dire, étaient en partie, enfin pour partie déjà connues, mais peut-être connues seulement d'un cercle assez restreint de spécialistes. Et elles ne circulaient pas, elles étaient au musée de Washington. Et effectivement, je crois que c'est lorsque le musée Pauline a préparé une exposition pour, à l'occasion de ces commémorations, pour lancer un appel et que le fils du photographe a cherché dans son grenier et a trouvé le rouleau entier de la pellicule entière qui avait pris son père et donc a complété la série des quelques clichés dont nous disposions. Et effectivement, donc là, on a ces clichés qui ne sont pas... c'est une partie des rares clichés qui n'ont pas été faits par les nazis, qui n'ont pas été faits. C'est pas le rapport Stroop qui est un rapport nazi de propagande, etc. Et là, on a... Qui disait que le quartier juif avait été anéanti. Tout à fait. Et qui mettait des photos pour le prouver. Oui, et là, on a vraiment totalement une autre vision d'une personne qui non seulement qui était d'abord à l'extérieur du club, mais qui est rentrée dans le ghetto pendant l'insurrection en tant que pompier pour éteindre ou tenter en tout cas de contenir les flammes de ce ghetto qui brûlait. Donc du coup, on a d'autres clichés et une autre vision, et ça renouvelle aussi notre compréhension précisément de cet événement, de cette période pour lesquels là, on n'avait pas d'autres clichés. Peut-être une ou deux dernières questions à Andrzej avant que nous arrêtions la liaison. Oui, donc voilà, peut-être Michel. Oui. C'était juste pour dire que, comme par hasard, cet après-midi, j'ai entendu une annonce comme quoi ce soir, ma première allemande, le magazine culturel hebdomadaire qui est diffusé à 23h, va présenter un court reportage justement sur ces photos dont vous parliez. Donc nous sommes un petit peu en avance sur la télévision allemande. D'accord. Entendu. Merci. Anna, on va peut-être prendre congé de la liaison pour permettre à Andrzej, ou bien tu restes en... Je ne pourrais pas rester. Oui. On est sur des utiles qui sont très, très au bout de force. Effectivement, là, mon ordinateur meurt d'ici 10 minutes à peu près. Donc là, je me permets juste de vous envoyer le lien vers un séminaire sur la psychologie politique, puisque Andrzej, l'année prochaine, va sans doute présenter dans le contexte de ces séminaires ses travaux justement sur la mémoire polonaise, sur la psychologie collective polonaise. C'est ça le livre qui a complètement changé, effectivement, il y a une dizaine d'années, la perception que les Polonais ont d'eux-mêmes et de leur agentivité dans leur histoire, notamment dans le contexte de l'histoire juive. Donc, inscrivez-vous, je vais vous tenir au courant de la venue d'Andrzej. Ça va être en ligne, donc ça va être très simple. Et merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Donc, nous restons avec Andrzej en contact et nous renouvellerons la possibilité de parler. Alain Lefebvre. Merci pour l'invitation. Au revoir. Et merci pour la discussion. C'était bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Et d'abord, merci pour cette magnifique commémoration. Je ne sais pas si ça marche. Non, oui. Et je reviens un peu en domaine, toujours sur le même sujet, parce que
on a aussi un devoir de mémoire, nous, ici, par rapport au ghetto d'Arthenie. Et c'est Vittel. C'est Vittel, et je ne sais pas si tout le monde le sait, mais les personnes qui avaient un passeport étranger ou d'un laissez-passer au nombre de 60 ont été transférés du ghetto de Varsovie à Vittel en mai 1943, et dont le poète Isaac Nelson. Et malheureusement, ils ont été déportés. Alors, premier convoi, si je me rappelle bien, parce que c'est une date quand même qui marque, c'est le 18 avril 1944, donc le jour avant la commémoration du ghetto. Et les Allemands avaient toujours ça dans la tête. C'est pas par hasard qu'on choisit une date comme ça. Et pour la deuxième partie, en mai 1944. Et je pense qu'on a un travail à faire, et moi je m'adresse vers l'historienne et l'historien. Je ne pense pas qu'il y ait eu de travail historique avec une recherche complète à ce niveau-là, parce qu'au niveau de la ville de Vittel, ils veulent squeezer ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait un autre camp qui a fonctionné à partir de mai 1941 pour tous les Canadiens, Anglais, Australiens en France, qui étaient d'abord mis à Besançon puis à Vittel, et rassemblés après dans le parc thermal. Je dis bien le parc thermal, avec les grands hôtels, avec le confort, etc. Et donc, il y avait ce camp qui devait servir à des échanges, qui a servi à des échanges. Et puis, il y a eu à partir de mai 1943, dans l'hôtel de la Providence, le camp avec les survivants d'Auschwitz, plus d'autres personnes aussi qui sont venues après, qui étaient dans des conditions pires, très mauvaises. Ils n'avaient pas à manger. Il y a eu des actions de femmes canadiennes et anglaises pour eux. Ils sont peu hospitalisés à Nancy pour pouvoir transférer des informations. Mais la ville de Vittel essaye de squeezer un peu ça. Ils ont mis en exergue une autre fête, c'était qu'un des derniers convois de déportés s'est arrêté à Vittel, et la Croix-Rouge de Vittel, avec la sœur du maire, a donné à manger. Donc on montre le beau côté, mais pas le mauvais côté. Et ça, je pense qu'on a un travail tous à faire. Pour ma part, j'ai fait une conférence sur ce sujet-là il y a 3-4 ans. Et je suis arrivé que dans le petit musée de l'histoire de Vittel, on en parle. Et je pense que, et moi, c'est une demande que je fais en tant qu'historienne, je pense que si vous pouviez mettre un thésard dessus avec une recherche, c'est quelque chose d'important. Et je pense que là, on fera réellement, nous, ici, aussi un devoir de mémoire vis-à-vis du ghetto d'Arthenie. Oui, je vous remercie. Merci beaucoup. Non, je suis tout à fait d'accord, parce qu'effectivement, cette histoire est connue relativement bien, en fait, côté polonais. Dans l'équipe des historiens dont je parlais tout à l'heure, il y a une historienne qui s'appelle Agnieszka Haska, qui a travaillé, qui a écrit un livre, pour l'instant disponible qu'en polonais, sur ces juifs du ghetto de Varsovie qui pensaient qu'ils allaient pouvoir être sauvés, et d'ailleurs ce trafic de faux documents pour pouvoir sortir du ghetto, et qui se sont retrouvés. Donc on a maintenant, avec une relative précision, ce qui s'est passé depuis Varsovie jusqu'à Vittel, mais elle n'a pas poursuivi le travail, notamment pour des raisons aussi de compétences linguistiques, elle ne peut pas tout faire. Et effectivement, oui, je suis d'accord avec vous qu'il manque des choses, et voilà, donner de l'eau au moulin, des recherches encore à venir. Il y a encore beaucoup de choses à faire en France, et donc beaucoup d'étudiants qu'on peut encore former, c'est très bien, mais oui, tout à fait. Merci. D'autres questions? Oui, Hervé. Oui, simplement revenir sur la question linéaire. Quand tu as commencé ton propos, tu as dit que c'est quand même difficile à comprendre pourquoi il n'y avait pas de soulèvement du ghetto de Varsovie, des combattants, finalement. Il n'y avait pas finalement quelque chose de commun qui leur permettait de dire on allait après, voilà,
pouvoir commémorer ça dans un État-nation. Moi, je crois qu'il y a quand même une chose très, très importante à oublier, c'est que le soulèvement du ghetto de Varsovie, il est fait, comme ça a été dit, par l'un ou l'autre, par des groupes qui étaient totalement différents d'un point de vue politique. Mais le soulèvement a lieu le 19 avril 1943. Et ce n'est pas par hasard, cette date n'est pas prise au hasard, c'est la veille de Pessah, c'est la veille de la Pâque juive. C'est-à-dire que ce soulèvement du ghetto de Varsovie, il est fait comme, finalement, symbole de la libération du peuple juif qui était représenté à ce moment-là au ghetto de Varsovie et qui allait peut-être se libérer comme les ancêtres hébreux ont pu se libérer d'Égypte. Et ça, c'est pas très important. Vous vous souvenez, voilà ce qui était dans l'élément. C'était exactement juif. Et tu n'avais pas oublié que le fait d'être juif, il y a un moment, se pose la question de savoir si on veut rester en esclavage ou si on veut finalement essayer d'aller vers la liberté. Et quelle meilleure date pour faire ça, se soulever, que le soir de ça, c'est important de rappeler. Tout à fait, Hervé. Parce que je voulais dire, c'était la difficulté qu'il y avait eu à maintenir l'histoire de ce soulèvement, faute parfois de relais institutionnels qui permettaient de le faire, ce qui est assez différent. Hein. Oui. Oui, et bien évidemment, cette date n'avait pas été choisie. Enfin, c'est pas tellement les Juifs qui choisissent eux-mêmes la veille de Pessah pour lancer le soulèvement, c'est ils répondent à l'entrée des nazis dans le ghetto pour opérer de nouvelles rafles et la liquidation, date qui est délibérément choisie ce jour-là comme très souvent les opérations étaient menées à Rosh Hashanah, qui lors des fêtes juives, c'était des moments privilégiés par les nazis pour mener leurs opérations de rafle et d'exécution, bien sûr. Bien, ben, je crois que faire présidente, quelques mots pour clore la séance. Alors, quelques mots pour vous remercier pour cet éclairage. Encore quelques mots pour vous remercier de votre présence et vous dire que nous attendons aussi nombreux jeudi prochain, puisque ce sera la date de notre Assemblée générale, l'Assemblée générale extraordinaire, qui a vocation à vous permettre de vous exprimer, de questionner par rapport à l'avenir de notre association. Des projets ont été conçus, qui seront proposés, qui vous ont été envoyés par mail, et ce sera le moment de débattre parce que nous vivons une période charnière. Cette association a 90 ans, une histoire très importante, mais aussi un avenir qui reste à construire. Et c'est la raison pour laquelle je vous remercie par avance d'être là jeudi 20. À bientôt. Merci. Je salue les gens qui sont restés en ligne depuis la coupure avec Varsovie et je les remercie d'avoir assisté à ça. On avait jusqu'à une trentaine de personnes qui ont assisté à ça. Bien. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous.